quand on est en Palestine, quand on découvre ce pays, je dis la Palestine, pour moi la Palestine c'est une terre très générale qui englobe Israël, qui englobe la Cisjordanie. Je parle de la Palestine historique. Quand on va dans ce pays, on est choqué, bien sûr. On est choqué par ce qu'on voit. On a beau le savoir, la première impression, c'est d'être extrêmement choqué. Et on est choqué par quelque chose qui dépasse la situation politique, je dirais. On est choqué par ce dont l'être humain est capable. Je suis née après la guerre. Fille de soldat. J'ai donc grandi dans cette haine des horreurs de la guerre. J'ai grandi dans l'horreur de la découverte des camps de concentration, de la Shoah, bien sûr. Et quand on voit qu'un peuple entier est pris en otage, enfermé, emprisonné, c'est très difficile d'accepter. C'est très difficile d'accepter ce genre de situation. Bien sûr, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de Shoah, il n'y a pas de chambre à gaz, mais le principe de ce pouvoir de l'homme sur l'homme, de cette condamnation d'un peuple à être opprimé, à être inférieur, est tellement révoltant que effectivement, on a besoin de foi, on a besoin de croire, que non, l'être humain n'est pas réduit à ça. L'être humain peut être capable d'autre chose. Il n'est pas victime d'un balancier de l'horreur avec tantôt l'un, tantôt l'autre, comme ça. Non, j'ai besoin de croire qu'il y a d'autres possibilités, que les peuples peuvent avoir une autre intelligence que la haine et la guerre. Mais justement, Jacqueline Bellino, vous venez de mettre en quelque sorte le doigt sur la difficulté extrême de cette affaire, parce que nous n'oublions pas, vous et moi, que nous appartenons à un pays qui, en 1947, a décidé, à l'ONU, a fait partie de la majorité qui a décidé de la création d'un État d'Israël. Bien sûr. Donc, nous sommes, dans une certaine mesure, si je peux me permettre, vous et moi responsables en tant que citoyens français, de la présence de cet État d'Israël au Moyen-Orient. Bien sûr. Bien sûr, et si j'en avais des doutes, quand on va en Cisjordanie, mes amis palestiniens sont là pour me le rappeler, en me disant mais notre situation, c'est le monde entier qui l'a voulu. On nous a mis dans cette situation. Pour nous, l'ennemi, ça n'est pas Israël, c'est le monde entier qui nous a mis dans cette situation et qui a mis Israël aussi dans cette situation d'être obligé de faire avec, de faire Moi, je saute sur cette remarque, Jacqueline Bellino, je la trouve formidablement importante, cette remarque que vous venez de faire, cette mise en accusation de la part des Palestiniens, du monde entier, mise en accusation, mise en responsabilité, parce que je me demande si justement, c'est pas au monde entier, en prenant la suite justement de cette décision, parce que cette décision, elle n'a été que partielle, on s'est contenté de dire, voilà, on crée un État. Je rappelle d'ailleurs qu'il était question de 2 États en 1947. Dans la décision de l'ONU, il était décidé d'ores et déjà de créer un État juif et un État arabe. Bon, l'État arabe, il n'est toujours pas créé. Est-ce que justement,
pour répondre à cette mise en cause, en quelque sorte, des Palestiniens vis-à-vis du monde, est-ce que ce n'est pas au monde entier de résoudre ce problème? Moi, ça me semble évident. Ça me semble évident. Je crois que c'est évident pour tout le monde, puisque sinon, il n'y aurait pas de négociations entamées. Mais les négociations entamées, vous savez comme moi qu'elles le sont depuis 1947 et qu'aujourd'hui, elles continuent. Alors bon, moi, comme vous, je lis Le Monde, je regarde la télévision, je mets quelques espoirs dans Obama. Et quand je vais là-bas et que j'en parle aux Palestiniens, je les vois sourire. Ils me disent oui, on a l'habitude. Il y a un tel désespoir dans le sens de non-espoir. Hein. Non-espoir, c'est un désespoir qui n'a rien de passionnel. C'est plutôt l'absence totale d'espoir. Il y a là quelque chose qui interpelle. Alors oui, on ne peut que culpabiliser. On ne peut que culpabiliser et se dire qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'individu. Alors justement, Jacqueline Bellino, à propos d'espoir, malgré tout, votre livre est un témoignage de cet espoir. Parce que cette action que vous avez menée, que vous continuez de mener en Palestine, en Cisjordanie, pour créer une ressource nouvelle, pour remettre les gens de là-bas en possession finalement de l'une de leurs richesses, j'allais dire, naturelles, à savoir l'olivier, est-ce que ça, c'est pas justement un geste d'espoir? Est-ce que les gens qui vous accueillent, et qui vous accueillent avec enthousiasme, est-ce que ces gens-là n'apportent pas le témoignage qu'il y a quelque chose à faire pour sortir de cette situation, ne serait-ce qu'en créant en Cisjordanie une certaine, je ne dirais pas prospérité, mais une certaine façon de vivre humainement et tranquillement de son travail? Oui, et qui dépasse l'aspect uniquement économique. Moi, ce que je fais en Cisjordanie, c'est en fait un transfert de savoir-faire. C'est je tends la main en quelque sorte. C'est un échange. Hein, j'apporte ce que je fais chez moi, ce que je sais faire. Et je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule à faire ça. Il y a beaucoup d'Européens, d'Américains, de Japonais. J'ai vu beaucoup de Japonais qui sont engagés dans des démarches au jour le jour, quotidiennes, d'entraide. Alors, l'espoir est là, en fait. L'espoir se trouve au niveau de l'humain, de ces échanges, de cette aide qui peut aider les Palestiniens à retrouver un peu d'espoir dans l'humain. Je vais là-bas pour faire de la pâte d'olive. Hein. Et pour faire de la pâte d'olive, il faut un petit laboratoire avec un minimum de matériel. En créant des coopératives, pour l'instant 3 coopératives de femmes dans 3 endroits différents, le but n'est pas uniquement de fabriquer de la pâte d'olive. Et c'est un petit peu un pari qu'on a fait là, parce que moi je leur dis, il faut faire une pâte d'olive comme vous savez, avec les ingrédients que vous savez utiliser. Il faut que vous nous ameniez votre culture orientale chez nous. Et c'est pour ça que je parle vraiment d'échange. Il n'y a pas simplement un produit à vendre, il y a à faire connaître une culture et en même temps à sensibiliser le monde à la condition de ces personnes. Vous savez, une des choses qui m'a profondément touché dans votre livre, c'est la remarque que vous faites en disant « Quand je suis rentré de là-bas, j'avais le sentiment de rentrer de chez moi ». Eh bien, écoutez, moi, à mon petit niveau, Dieu sait si je n'ai pas eu les mêmes activités que vous et si je ne suis pas resté aussi longtemps, eh bien, j'ai eu pour la première fois de ma vie, dans l'avion qui me ramenait à Nice, j'avais le sentiment également de rentrer de chez moi.
c'est étonnant, si vous voulez, ce que cette terre et ce que cette terre peut apporter de, comment dirais-je, de promesses de communion, si j'ose dire, de promesses d'unité. Oui. Vous l'avez parfaitement décrit dans votre livre, et merci de me dire si j'ai bien lu. Vous savez, quand on écrit un livre, on est seul devant, non pas une feuille de papier aujourd'hui, devant un ordinateur, et on est seul avec soi-même surtout. Et ce qui est très intéressant, c'est le deuxième livre que je publie, et ce qui est très intéressant, c'est les retours. C'est les retours, d'avoir d'autres personnes qui vont vous contacter parce qu'ils se sont retrouvés dans ce que vous avez écrit. Et j'ai eu beaucoup de retours à ce sujet, justement, où beaucoup de personnes me disent « mais j'ai eu le même sentiment, j'ai eu le même sentiment, je suis allée à Jérusalem et je me suis sentie chez moi ». Et bon, alors d'où ça vient? D'où ça vient? Oui, d'où ça vient? Ça vient pas que des conditions horribles, hein. Ça vient d'autre chose. Ça vient d'autre chose. Moi, je trouve qu'il y a dans ce pays une espèce de pureté, peut-être dans le paysage, peut-être dans les oliviers, mais ça c'est personnel. Je suis peut-être très sensible. Ça, dans la lumière, je parle beaucoup de la lumière parce que c'est vrai que la lumière est différente que dans tous les autres endroits que j'ai connus. La lumière de Jérusalem, la lumière de Ramallah, c'est une autre lumière. Et puis cette concentration de culture aussi, cette concentration de culture dans un si petit territoire. Quand on pense à toutes les civilisations qui sont passées par là, le poids de l'histoire est partout. Voilà, le poids de l'histoire est partout. Et le poids des religions aussi, parce que toutes ces civilisations se sont projetées dans l'au-delà, dans la religion, dans le plus profond d'eux-mêmes, dans le meilleur d'eux-mêmes, je dirais. Je crois que ça vient vraiment, justement, de la multiplicité des peuples qui sont passés par là. Alors aujourd'hui, on est sur une terre où il y a plusieurs peuples, et ça pourrait être merveilleux. Ça pourrait être merveilleux. Moi, ce qui me frappe, c'est que tous les Palestiniens avec qui je parle me disent « mais avant 48, hein, avant, on vivait ensemble et on vivait bien. On vivait bien. Les femmes arabes allaient le soir allumer la lumière pour le Shabbat dans les maisons juives. Il n'y avait aucun problème entre nous. Il y avait deux religions. Alors quand j'entends aujourd'hui ici en Europe, on schématise. On dit oui c'est l'islam, oui c'est le judaïsme, oui c'est les arabes, oui c'est... On schématise, on met tout dans des cases, alors que la coexistence est possible et elle existe. Elle existe. En Israël, il y a 20% d'Arabes musulmans. En Cisjordanie, il y a 20% d'Arabes chrétiens. Alors qu'on ne vienne pas me dire, il y a d'un côté les musulmans, de l'autre côté, et ces gens-là cohabitent sans se faire la guerre. Il y a là un possible, mais qui est exploité. La situation, ces différences sont exploitées par des gens qui ont tout intérêt à semer la zizanie, que ce soit pour des questions religieuses, et encore, je ne suis pas sûre que d'un côté comme de l'autre, les religions soient aussi intolérantes. Je ne crois pas qu'au départ les religions soient intolérantes, qu'on les utilise dans des buts économiques beaucoup, sûrement, et de pouvoir et de puissance, oui, et on s'en aperçoit ici où quand on parle avec
je dirais, l'homme de la rue, les gens dans la rue. Je tiens des stands où je vends de l'huile d'olive, je vois passer les gens et j'entends des réflexions et j'entends des tas de choses, mais c'est toujours, on est dans les clichés, on est dans les clichés. Et si j'ai écrit ce livre, ça n'a pas d'autre but que de dépasser un petit peu les clichés. Entrons dans l'histoire de chacun, apprenons à connaître l'autre, et là, on va découvrir quoi? On va se découvrir soi-même. On peut avoir un meilleur ami d'un côté des barbelés ou de l'autre. Et si je peux me permettre une dernière question, Jacqueline Bellino, qu'est-ce qui vous a amené, si je peux m'exprimer ainsi, qu'est-ce qui vous a amené à l'olivier? Ouh, peut-être la naissance, tout simplement. Si j'étais née ailleurs, l'olivier, je l'ai toujours connu, je l'ai toujours côtoyé, et puis il a pris de plus en plus d'importance dans ma vie. Alors, on pourrait parler du symbolisme de l'olivier, on peut parler d'une espèce de fraternité aussi qui relie les personnes qui travaillent l'olivier. Parce que c'est un beau travail, le travail de l'olivier. C'est un beau travail et c'est un travail qu'on ne peut qu'aimer. Et cet amour se partage. Ce qui fait que quand on se promène un petit peu autour de la Méditerranée, eh bien on est un peu partout chez soi parce qu'on a l'impression d'avoir partout des amis. Dès qu'on dit à un paysan, n'importe où, j'ai des oliviers chez moi, je fabrique de l'huile d'olive, ça y est, là, les frontières sont abattues et on a tout un domaine de discussion, d'échange qui s'ouvre devant nous. Et c'est très symbolique, hein, c'est très symbolique parce que, il se trouve que c'est l'olivier. Il se trouve que c'est l'olivier parce que je le connais, parce que je le fréquente, parce que je l'aime. Et c'est ce qui crée ce lien profond, c'est que l'olivier, d'abord par rapport aux autres cultures, il était là avant nous. Bon, on peut planter des oliviers, j'en ai planté, on les regarde comme ces bébés, hein, on les regarde espérant qu'ils nous survivront, parce que l'abandon des campagnes est toujours possible et les incendies sont toujours possibles. Bon. Mais ces oliviers qu'on a là autour de nous, qui sont centenaires, plusieurs fois centenaires, on en a un qui est donné pour être millénaire, on est chez eux. Ce n'est pas... ils ne sont pas à nous. Voilà, dans une agriculture traditionnelle, on plante un plant de tomates, on a l'impression qu'il nous appartient, on a pouvoir de vie et de mort sur lui. L'olivier qui est millénaire, là, je n'ai aucun pouvoir de mort sur lui. Ou alors, il faudrait me tuer, moi aussi, parce que je le mériterais. On habite chez eux. Alors, on est là, on est venu s'installer chez des oliviers et on essaie de les soigner au mieux. On essaie de leur faire plaisir. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que dès qu'on touche à l'olivier, il nous le rend. Voilà. Ce que disait votre père, c'est le côté merveilleux de l'olivier, c'est que on lui coupe une branche, il en remet 10 au même endroit. On le raccourcit, on raccourcit sa branche, il va se mettre à produire des olives. 2 ans après, on va crouler sous les olives. Mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Il dit... Ludovic Alziari disait « Moi, je crois que l'olivier pense. » Et la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit « Moi, je ne sais pas s'il pense, mais je suis sûre qu'il parle parce que quand on est à côté, eh bien, on l'entend nous dire qu'il a soif, qu'il a faim, qu'il est trop serré, qu'il a trop de mouches. On l'entend dire tout ça et surtout, dès qu'on s'en occupe, on l'entend dire merci.